Moi boa tarde, señora vicerreitora, señor obispo, benvidos a todos e todas. Hoxe estamos aquí nesta segunda xornada do noso primeiro ciclo de conferencias da nosa cátedra. Temos o prazer de contar esta tarde coa vicerreitora do campus de Ferrol e de Responsabilidade Social, María Jesús Movilla, o obispo da diocese de Mondoñedo Ferrol, que na anterior xornada non nos puido acompañar, pero que hoxe está aquí con nós e que clausurará xunto coa vicerreitora este primeiro ciclo de conferencias. Dicirvos tamén que hoxe aquí na facultade sería o noso patrono, que San Isidoro de Sevilla, que trasladamos a festividade para o venres, pero que sería hoxe, polo tanto tamén para nós é un día de celebración e que coincide ben, e que coincidiron tamén as xornadas no medio do Día do Libro, que para esta facultade que ten os estudos de información e documentación e o mestrado en museos, bibliotecas e arquivos, tamén é moi significativo. Entón, nada, estamos moi agradecidos de que hoxe pasáramos a un lugar máis amplo e que ademais temos tamén máis ou menos moi bo aforo. E dou paso xa á profesora Muñoz Méndez, sí, María Eugenia, que nos vai presentar, porque hoxe temos tamén o prazer de contar outra vez co Instituto Bíblico e Oriental, que está tamén o seu director, o doutor García Recio, que será un dos relatores do ciclo de conferencias, pechará a xornada de hoxe, pero María Eugenia, que xa a coñecedes polas conferencias, polas ponencias anteriores, vai nos presentar ao doutor Bernú, porque ademais vai facer de intérprete para nós, porque o doutor falara en francés e María Eugenia nos fará esa interpretación polo mundo dos arquivos e bibliotecas da civilización faraónica. Moi boa tarde a todos. Bueno, a ver cómo sale, porque lo único que tengo preparado es la presentación. Digamos que la traducción la hemos hecho de una manera rápida. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor estar esta tarde hoy aquí junto a dos personas a las que quiero y respeto. Hoy tenemos la ocasión de reunir en Galicia, gracias a la cátedra Mondoñedo Ferrol, Universidad da Coruña, a dos grandes del orientalismo mundial, Jesús García Recio y Pascal Bernú. Pascal Bernú es uno de los mayores estudiosos del Antiguo Egipto. Yo me atrevería a decir, aunque él me va a reñir, que es el más grande egiptólogo del mundo. Y si Pascal Bernú es una figura imprescindible de la ciencia egiptológica, lo es porque ama lo que hace. Es historiador y filólogo por vocación, pues desde su más tierna infancia, a los 13 años, se inicia en el conocimiento del Antiguo Egipto en la École Pratique d'Études, en la Sorbona, donde ejerció como profesor y director de la cátedra de Egiptología. Actualmente continúa siendo profesor emérito. Y en esa cátedra de Egiptología fue donde nos conocimos hace más de 20 años. Pascal Bernú tiene una larga trayectoria profesional que se caracteriza, primero, por una obra inmensa, infinita, me atrevería a decir, pues creo que no es posible contabilizar todo lo que escribió y sobre todo lo que investigó. Textos que lo convierten en uno de los mayores conocedores del Antiguo Egipto. Literatura científica que sienta cátedra. Grandes obras que pusieron los cimientos de la egiptología mundial, las partes del discurso en el egipcio medio, atribis, textos y documentos relativos a la geografía, a los cultos y a la historia de una ciudad del delta egipcio en la época faraónica, ensayo sobre la conciencia de la historia en el Egipto faraónico y después un trabajo fundamental
para la filología egipcia. Estudios de sintaxis y semántica, tiempo, modo y aspecto en el egipcio medio. Pero también el profesor hace trabajos destinados al gran público que en nada desmerecen a la literatura científica, pues Bernoulli tiene una fórmula magistral que logra transformar lo difícil en sencillo para que la historia del Valle del Nilo llegue incluso a los que menos saben. Asuntos y escándalos sobre los Ramsés, las crisis de valores en el Egipto del nuevo imperio. Un texto que podríamos leer para entender lo que está pasando hoy. Cantos de amor del Egipto antiguo, la sabiduría del Egipto faraónico o dioses, diosas, demonios, diccionario universal. Y segundo, es un gran docente. Tiene la capacidad de hablar durante 90 minutos sobre una raíz y su campo semántico algo complicado sin que el auditorio pestañee, y doy fe de ello. Pero si profesionalmente es un monstruo de la historia faraónica, humanamente es el ángel custodio de la egiptología. Bernoulli es un mecenas del saber egiptológico, una persona que patrocinó la cultura y las artes del antiguo Egipto y apoyó a todos y todas las investigadores y los investigadores españoles que soñábamos con ser egiptólogos. Y acudimos a él en busca de ayuda. Siempre una sonrisa, una palabra amable y su mano extendida para ayudar. Bernoulli se adecúa a la Maat, porque él escucha, hace y da, y por ello perdurará su nombre. Porque Pascal Bernoulli es un sabio en el sentido egipcio de la palabra, alguien que consagró su vida al saber, un sacerdote de la cultura egipcia, cuya esencia ya describió un sabio egipcio en ese papiro Chester Beatty IV que él tradujo magistralmente, y donde nos dicen que el sabio Bernoulli es alguien que se entregó como un sacerdote ritualista. La tablilla es su heredera, las enseñanzas su pirámide, el junco es su hijo, el ostra con su esposa. Desde el más grande hasta el pequeño, todos estamos bajo su autoridad, porque él es nuestro líder, es nuestro maestro. Gracias, profesor, maestro y amigo, por compartir hoy con todos nosotros y nosotras un poco de su sapiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ustedes todos saben que la civilización egipcia es una civilización del escrito. Cuando hablamos sobre el escrito, hay que hacer una fundamental distinción. Une distinction fondamentale, d'une part, l'écrit sur ce monument qui, théoriquement, est là pour l'éternité. En folie, bien sûr. Donc, c'est le support monumental, il faut des matériaux solides, durables, qui ne sont pas du tout faits pour le maniement. Hein. Une statue, une pyramide, c'est pas facile à manier. Hein. Vous essayerez, vous verrez. Hein. Et donc... Ahora empiezo yo. Que hay dos tipos de escritos. Por un lado está el escrito monumental, que tiene la vocación de perdurar. En el principio estaba destinado a quedar en el mismo emplazamiento para el que se creó. ¿Y qué implica? Que los materiales sean sólidos, fijos, perdurables, y lógicamente esto es muy poco transportable. Y segundo, esos textos fijados difícilmente son modificables y solamente se puede modificar martillando o regrabando. La seconde catégorie, c'est le contraire. C'est des supports qui sont maniables et facilement transportables. Hein. En anglais, on dit « handy movable support ». En principe, le support est fondamentalement conçu pour tous les usages, manipulation, lecture, prêt, enseignement, copie, consultation, confrontation, vérification, contrôle, inventaire, recollement, compte, archivage. Mais puisqu'il est destiné au maniement, sa structure
et les matériaux qu'il utilise ne le prédisposent pas a priori à rester au même emplacement, à être solide, à garder toujours le même texte. Au contraire, le texte est souvent modifiable. Hein, sur votre ordinateur, je peux changer, etc. Donc, vous voyez cette distinction fondamentale. D'une part, les écrits sur support monumental, solide, pérenne, mais c'est pas facile à manier. Au contraire, les supports sur des objets très facilement maniables, qui eux sont très faciles à manier, mais qui sont pas très solides. Est-ce que c'est clair comme ça? Allez-y. De las dos, por un lado, los que hablamos antes, aquellos que son monumentales no se pueden mover y se hacen sobre materiales eternos, que van a durar. Y por otro lado está el manejable, el transportable. Son todos aquellos que se escriben en un lado, pero se pueden llevar sin ningún problema al otro. Y estos textos, además, pueden ser cambiados, pueden ser manipulados, se pueden borrar, lavar, es decir, y escribir otra vez encima de ellos. Pero hay que hacer cuidados. La distinction n'est pas toujours très nette. Il y a porosité entre les deux. Il peut arriver qu'un objet monumental puisse être maniable. Par exemple, voilà une statue, c'est un monument, mais à certaines occasions, on peut la transporter. Inversement, vous avez des graffitis qui sont des choses simplement labiles, qu'on sert tout le temps, qui peuvent être fixés sur un support monumental. Donc la distinction est fondamentale, mais il y a une porosité. Okay. Distinción es fundamental, pero hay porosidad. ¿Qué quiere decir? Que las esculturas se hacen para estar fijas en un sitio, pero se pueden mover. Por otro lado, tenemos una serie de textos que se hacen para ser manejados, pero que pueden acabar estando en lugares en el que se quedan eternamente. De tal manera que, aunque hay distinciones, en ocasiones los que se han hecho para estar fijos se pueden mover y los que se pueden mover para quedar fijos. Alors, je vais étudier aujourd'hui les documents maniables, comment on peut les conserver, parce que les documents monumentaux, ils restent sur place. Donc on va voir uniquement les documents transportables maniables, comment les Égyptiens faisaient pour gérer cette documentation transportable. Hoy, aunque hay estos dos tipos, simplemente nos vamos a centrar en aquellos que se pueden transportar. Alors, je rappelle comment travaillent les scribes. Ça, c'est la palette du scribe dans lequel il y a le pinceau en roseau. Le pinceau est en roseau, on mâche le bout et on le trempe dans l'encre pour écrire. Donc, vous voyez la palette avec l'instrument pour gratter. N'oubliez pas, c'est des supports qui sont modifiables. Donc, on gratte le texte, on le lave pour le changer. Voilà donc la base. Aquí está el material con el que trabaja el escriba, está la paleta, los diferentes colores que va a utilizar y el pincel con el que escribe. Como dijimos que podían ser corregidos, se puede borrar. Por lo tanto, aquí el escriba tenía todo lo necesario para poder pintar, para poder escribir en el papiro. Alors, le matériau de base, comment on écrit en Égypte? Il n'y a pas de papier. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'abord la céramique. Vous savez que dans cette civilisation, comme dans beaucoup de civilisations anciennes, la céramique, la poterie, joue un rôle fondamental. Il n'y a pas de plastique. Donc on utilise partout la poterie. Et la poterie, ça se casse. Alors le matériau le plus facile, c'est vous baissez, vous ramassez un éclat. Alors on appelle ça un ostracon, au pluriel des ostracas. Et on écrit dessus. Alors vous voyez ici, c'est un morceau ça suffit pour écrire 2 lignes. Vous en avez un à côté. Aquí tenemos el primero, aunque no había papel, pero el primer soporte que tenemos es la cerámica. Sobre la cerámica se puede escribir y aquí tenemos varios fragmentos de cerámica con escritos cursivos. Parfois, un éclat ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une jarre presque entière. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, vous avez une jarre? Pourquoi prend-on une jarre? Parce qu'on peut l'étudier à plusieurs.
on vous mettez la jarre comme ça, et vous êtes plusieurs autour pour pouvoir regarder ce qui est écrit. Donc la céramique, ça peut être un petit morceau, mais ça peut être aussi une grosse jarre entière. Tenemos escritos en fragmentos de cerámica, pero atención, porque también hay contenedores, hay objetos grandes como los que está mostrando él, en el que aparecen entre estos más grandes escritos y se gira pues, en torno a ellos. L'autre matériel fondamental, c'est le calcaire. En Égypte, c'est un pays où il y a beaucoup de calcaire, donc là encore, on se baisse et on ramasse sur le sol des éclats de calcaire. On appelle ça aussi des ostracones. Hein. Un ostracone, ça peut être en céramique ou en calcaire. Alors là, je vous ai montré quelques ostracas. Hein. Vous voyez, ils ont c'est des ostracas assez simples ici. Ça marche pas. Non, mais ça fait rien, ça fait rien. No vemos el pincel. Bueno, lo hemos perdido. Bueno. Bon, vous voyez des ostracas. Alors, je vous en donne d'autres peuvent être plus gros. Par exemple, celui-ci est écrit sur l'envers et sur l'endroit, sur les deux faces. Celui-ci est écrit sur plusieurs faces, parce que parfois, l'éclat de calcaire peut être très complexe. Donc, vous voyez, on écrit là, et on écrit à divers endroits. Donc, voici les ostracas, les éclats de calcaire les plus simples. Hein. El otro soporte que tenemos es la piedra. La calcárea es una piedra que hay en abundancia en Egipto y, como se puede ver, hay varias faces, varias caras en las que se puede escribir y se aprovecha toda la superficie para escribir en ella. Le problème, c'est que parfois le texte est très long. Alors, un petit éclat de calcaire gros comme ma main, ça ne suffit pas. Alors, dans ce cas-là, regardez, on peut prendre des énormes éclats. Celui-ci fait 85 cm de haut. 85 cm. 85 mètres de haut. Et on le met comme ça, et ça fait comme un tableau. C'est plus facile pour écrire. Y cuando ahora tenemos un texto muy grande que necesitamos una superficie mayor al punto de utilizar fragmentos como el que estamos aquí, que tiene 45 metros, 45 centímetros, ¿centímetros o metros? Centímetros. Centímetros, claro, yo, claro, es muy grande. Ya era monumental, 45 centímetros, ¿no?, para poder escribir. 85, perdón. 85. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les deux catégories étaient perméables. Il arrive que parfois, un ostracone, qui est a priori quelque chose de jetable, soit transformé en monument. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent pour faire un vrai monument. Alors on prend un ostracone, mais simplement, on va le travailler soigneusement. Vous voyez sur cet objet ici, le texte était incisé et rempli de pâte bleue pour lui donner un aspect monumental. Donc cet ostracone, donc un support a priori transportable, est transformé en monument par le soin, par le fait qu'on le remplit de pâte bleue. Pero lo que hablamos antes, que era permeable, de tal manera que algo que es transportable se puede hacer monumental. ¿Cómo? Primero, hay que ver la calidad de la escritura y segundo, se le coloca una pasta que le da mayor categoría y transforma algo sencillo, normal, en un objeto monumental. Un autre exemple, c'est encore un ostracone, mais c'est un gros ostracone. Le poids, 30 kilos. 30 kilos. Alors, ça veut dire qu'on a transformé cet objet en stèle et on le mettait sur un support. Aquí tenemos otro caso en el que metemos el texto en una estela, lo transformamos en una estela de unas dimensiones, como pueden ver, importantes, ya que pesa 30 kilos y el tamaño es importante, es monumental. Alors, même un petit objet jetable, maniable, peut être transformé en monument. Vous avez ici un ostracone sur lequel il y a un charme magique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a percé d'un trou et on mettait une ficelle et on le mettait au cou. C'est-à-dire que ce support jetable devenait un monument, devenait une amulette. Un soporte que no tiene valor se transforma en algo monumental, en algo importante. Lo que aquí tenemos es un encanto mágico que alguien lleva colgado al cuello y que en cierta manera lo protege. Sí. Regardez.
le personnage, ici, met sa main comme ça pour se protéger. C'est une formule de protección, es un cable de protección. Fórmula de protección y incluso el gesto que hace el hombre es para protegerse. Alors, on va voir une autre catégorie maintenant. On a vu les ostracas, un ostracone des ostracas. Maintenant, on va voir une autre catégorie de support maniable et transportable, mais qui est ambiguë, parce qu'on va voir qu'elle peut aussi être un monument. C'est ce qu'on appelle las tabletas, le writing board, les tablettes. Alors, vous voyez ici des gens qui travaillent sur des tablettes. Vous remarquez comment ils ont la tablette comme ça, ils la tiennent dans la main. Hein? Ici, c'est dommage que ça ne puisse pas marcher. Ça. Je ne sais pas si vous voyez la flèche. Non, si, se ve la flèche. Bon, vous voyez ici une tablette, c'est un morceau de bois qui a été bien mis en forme rectangulaire et qu'on met sur les genoux et sur lequel on travaille. Vous avez ici, regardez, les scribes qui tiennent la tablette dans leurs mains. Vous voyez? Donc, c'est une planche de bois qui permet un maniement plus facile. Hein. Le bois est rigide et donc on peut écrire comme ça. C'est ce qu'on appelle les tablettes. Alors, il y a beaucoup de tablettes. Hay otro soporte que es la tableta de madera que colocan, como están viendo ahí, y sobre ella se va a escribir. Alors, si vous connaissez un peu le monde mésopotamien, le matériau de base, c'est la tablette en argile. En Égypte, il n'y a pas d'argile, sauf exception. Dans une région très particulière d'Égypte, qu'on appelle les oasis, qui sont dans le désert libyque, comme il n'y avait pas assez de bois, on utilisait de l'argile et on a quelques tablettes en argile. Vous avez ici des tablettes en argile. Lo normal es que las tablillas sean el material que utiliza Mesopotamia. En Egipto no se solía utilizar en la tabla de madera, pero hay lugares como los oasis de Libia donde hay arcilla y entonces el soporte que se utiliza es la arcilla, como podemos ver ahí. Alors je vais vous montrer les tablettes maintenant. En général, c'est des morceaux. Il y a aussi des tablettes en bois et il y a des tablettes en calcaire. Vous voyez ici, ce sont des tablettes en calcaire. On prend un morceau de calcaire et on l'égalise. L'avantage, c'est qu'on peut l'effacer. C'est plus les borards. On peut l'effacer et on peut écrire un texte nouveau. Ça sert un peu, comme on appelle ça, dans mon enfance, on appelle ça des ardoises magiques. Bien, aquí tenemos dos tipos de tablillas, están las de calcárea, las de piedra y están las de madera. ¿Cuál es la ventaja? Que se puede borrar. Como él recuerda en su infancia que había unas tablillas mágicas, ¿no? Pues sería como una cosa como esa. Entonces, yo escribo, me equivoco, no me gusta, borro y vuelvo otra vez a escribir. Alors parfois, elles sont en bois recouvertes de stuc. C'est encore plus facile à effacer. Je vous donne un exemple ici, hein, vous voyez, on a fait un dessin, mais on peut l'effacer, refaire d'autres dessins, et c'est transportable et modifiable. Hein. Van cubiertas de estuco y se dibuja encima de ellas, se borra y además son transportables, se pueden mover. Alors voici une autre tablette. Pour la dimension, ça fait 40 centímetros. Hein. 40 centímetros. Aquí que las dimensiones son importantes, hablamos de 40 centímetros. Alors, je vous donne une autre tablette en bois. Ce qui est intéressant ici, regardez ce que vous avez ici. C'est V? C'est bon. Vous avez ici une bélière. Ce qu'on appelle une bélière, peu importe le mot, hein, c'est une attache. Ce qui permet de passer une ficelle dans le trou, il y a un trou ici, et de l'attacher à la ceinture. Bien, aquí lleva como los colgantes, ¿no? Lleva uno, entonces permite pasar una cuerda y llevar la tablilla colgada, vamos, que se mueve bien. Donc la tablette, elle sert d'abord à des usages profanes, pour la littérature, pour la comptabilité. Mais la tablette est multifonctionnelle. Et des tablettes sont aussi faites en métaux précieux pour des archives sacrées. Alors, on n'en a pas beaucoup, vous comprenez pourquoi. Parce que les tablettes en argent ou les tablettes en or, il y a peu de chances qu'elles nous parviennent. Hein. Mais on le sait par des citations. Par exemple, Ramsès III, il a dit « J'ai fait des grandes tablettes en argent martelées et gravées au nom de ta majesté, c'est le Dieu, etc. » Je ne dis pas tout le texte, mais simplement, vous voyez, on utilisait aussi les tablettes en métaux précieux, argent ou or, pour des textes sacrés. Ce sont les hymnes aux dieux, etc.
Pero también hay tablillas que se hacen con materiales preciosos, con oro y otro tipo de aleaciones. ¿Para quién son? Pues son normalmente tablillas destinadas a la religión, para los dioses, como la que acaba de mencionar ahora, que la hace el rey Ramsés para el dios. Alors ici, vous avez Ramsès III, justement, c'est un texte, c'était une représentation très intéressante. Vous avez Ramsès III qui récite un hymne, ici un grand hymne en hiéroglyphe. Mais à côté, vous avez le même hymne sur une tablette. Et regardez la tablette en gros ici. Vous avez ici l'anneau pour le porter. Et donc, vous avez à la fois le texte normal et la reproduction de la tablette qui servait de référence à ce texte normal. Pues aquí tenemos las dos cosas. Tenemos el soporte que se mueve y el soporte fijo. La tablilla a la izquierda con el agujerito arriba, que sería donde iría la cuerda, y ahí está el texto que después se hace monumental, como vemos a la derecha, aquí nosotros encontrándonos leyendo ese texto al rey Ramsès III. Regardez ici en hiéroglyphe, même si vous ne savez pas les hiéroglyphes, vous avez un signe qui représente la tablette ici. Vous le voyez ici? Est-ce que vous le voyez? Je l'entoure avec la flèche. Hein? C'est V, hein? Al lado del agujero, a la izquierda del agujero está el signo que representa la tableta. C'est le signe hiéroglyphique pour la tablette. Et vous voyez le support, l'anneau, pour le passer dans les cornes. Alors, voici un exemple d'utilisation rituelle de la tablette. Tout à l'heure, je vous ai dit que la tablette servait aux comptabilités à effacer, mais la tablette servait aussi dans la religion. On a vu que Ramsès III faisait des tablettes avec des hymnes. Et ici, je vous montre un prêtre qui, au cours d'une cérémonie, tient une tablette et va lire la tablette pour accomplir un rite. Alors vous avez la traduction du texte ici, on vous dit le prêtre lecteur, le magicien, etc. T'apporte une tablette d'argent et d'or aux 2/3. D'or aux 2/3, c'est la composition, c'est la proportion de l'or. Hein. Et donc gravée de formules, de rites divins et de grands hymnes, etc. Donc vous voyez que la tablette, elle sert aussi comme support de textes sacrés. Donc elle est très ambiguë. Ça peut être aussi bien une comptabilité, quand c'est en bois ou en calcaire, qu'un support de référence sacré utilisé dans la religion. Aquí vemos que la tablilla tiene múltiples funciones. Lo mismo es para la administración como lo que estamos viendo ahora. Tenemos a un sacerdote lector, a un sacerdote ritualista que lleva la tablilla en la mano. Una tablilla hecha con materiales preciosos, con oro, donde el texto nos dice que están grabadas fórmulas de ritos divinos y grandes signos relativos a la ascensión, bueno, textos relacionados con la religión. Por lo tanto, la tablilla, funciones administrativas, pero también sagradas en la mano de un sacerdote ritualista. Alors, je vous donne quelques exemples également de tablettes qui sont devenues des monuments. Je vous ai dit qu'on peut passer d'une catégorie à l'autre. Ici, nous avons exceptionnellement une tablette en bronze dans laquelle quelqu'un a fait graver les donations qu'il avait faites au temple. Ici, vous avez une tablette qui a été transformée en stèle. Et ici, vous avez une tablette qui a été transformée en monument funéraire destiné a garder des textes funéraires pour le mort. Pueden pasarse las tabletas a algo monumental. Entonces tenemos a la izquierda una de cobre, creo que dijo, de bronce, donde lo que tenemos son una serie de textos que son donaciones. Después tenemos la que está en la parte de arriba, la estrechita, que acaba transformándose en una estela funeraria, y finalmente en la parte de abajo un texto destinado también al más allá, con fórmulas relativas a la otra vida, ¿no? Fórmulas de ofrendas, el Hetep Dines. Alors je vais très vite parce que maintenant vous connaissez le papyrus. On a évidemment le papyrus, c'est l'instrument le plus privilégié. Vous avez ici une personne qui lit un papyrus. Je vais aller vite parce que ça c'est bien connu. Vous voyez la statue, le scribe, il déroule le papyrus. Vous voyez dans sa main, il le déroule de la main gauche et il écrit de la main droite. Hein. J'arrive à voir la flèche. Est-ce que vous voyez ici hein? Là, ici, il déroule, et de l'autre main, ici, la main est conservée, il écrit. Alors le papyrus, j'insiste pas parce que c'est bien connu, hein, je vous en montre quelques exemples. Vous voyez que c'est écrit. Alors on utilise le noir et le rouge pour les rubriques. Voici comment se présente un très beau papyrus. Ça, c'est un papyrus littéraire avec des chants d'amour. Et le voilà roulé, hein, il est magnifique. Hein. Aquí te presento una serie de escribas. El primero que pasó es un escriba famoso, pues es Imhotep, hijo de Hapu, y entonces vemos cuál es la técnica del escriba. Está sentado, tiene un rollo
y va escribiendo, y a medida que va escribiendo va desenrollando el papiro. Después un papiro donde vemos que hay dos colores, el color negro y el color rojo, porque escriben con esos dos tonos. El rojo sería para separar, y después ahí tenemos el papiro enrollado, y este papiro es muy especial porque contiene textos poéticos, cantos de amor. Exact. Alors, à côté du papyrus, il y a un autre support prestigieux, c'est le cuir. En Égypte, on utilise beaucoup le cuir comme support, mais support prestigieux pour les textes que l'on veut garder. Alors je vous donne quelques exemples de cuir. Hein. Le problème, c'est que le cuir se conserve très mal. Alors on n'en a pas beaucoup, mais on a quand même des rouleaux de cuir en Égypte. También hay cuero. El cuero se utiliza, es un material muy prestigiado, pero tiene un problema, se conserva mal. Y entonces tenemos menos ejemplos de él. Alors j'ai parlé du support de base. Maintenant, ce support de base transportable, comment on le conserve, comment on le stocke? Alors on le stocke de diverses manières. Le moyen de stockage le plus simple, c'est des espèces de coffres que vous avez ici, vous voyez ici, en hiéroglyphes, et regardez les scribes ici, ils écrivent sur leur tablette, et à côté, à leurs pieds, il y a cette espèce de panier. C'est une espèce de panier en cuir qui est le support de base. On peut mettre des tablettes, des ostracas et même des papyrus dedans. Hablamos ya de los materiales, pero ¿cómo los guardan? ¿Cómo se almacenan? Pues una manera de almacenar es como la que vemos el escriba que está de pie, que a los pies lleva un cofre. En ese cofre, en esa caja, es donde se guardarían, donde se almacenarían los diferentes escritos. Alors, le moyen le plus fréquent, c'est una caseta de madera. C'est le moyen le plus fréquent de conserver les écrits. On en a partout, conservé, c'est très facile à mettre en boîte. Alors, je vais vous donner une photo, elle est très mauvaise, c'est parce que ça a été pris par un fouilleur au XIXe siècle, mais elle est intéressante. C'est dans une tombe, nous sommes dans une tombe. Vous avez le sarcophage ici, que vous voyez à votre gauche, et ici, vous avez une cassette ou un coffre, comme vous voulez, plein de papyrus et des papyrus roulés qui sont dessus. Vous voyez comment on conserve les objets dans des coffres en bois, c'est le plus fréquent. Lo normal es que se almacenen en cajas, en cofres, como vimos antes, y es muy curiosa la imagen que nos está mostrando, porque vemos dentro de una tumba, a la izquierda, el sarcófago, el lugar donde iría el muerto, y a la derecha, esa caja que se lleva a la tumba donde se almacenan los rollos de papiros. Alors, il arrive aussi que l'on conserve les papyrus dans des jarres. On a quelques jarres, et alors, vous voyez, ce n'est pas très visible ici sur la photo, mais on met le contenu des papyrus sur le corps de la jarre. Donc, on sait que dans cette jarre, il y a tel papyrus, tel papyrus. Hein. También los puede meter dentro de unas jarras. ¿Y qué hacen? Pues claro, como tú no sabes lo que hay dentro, escriben fuera el contenido, es decir, el índice de lo que las jarras albergan, custodian dentro. Ici, vous avez un papyrus, mais qui raconte, qui énumère tous les objets qu'il y avait dans une jarre. Hein. Je vous le cite simplement parce qu'on dit, vous voyez, examinez les écrits qui étaient dans les jarres. Hein. C'est simplement pour ça que je vous le cite. Hay un escrito donde lo que hace es enumerar el contenido. Alors, on n'a pas beaucoup trouvé de jarres, mais on a trouvé une, elle est très intéressante, vous voyez. À Deir el-Medina, c'est le village des ouvriers, on a trouvé 2 jarres scellées, elles étaient scellées, et elles étaient pleines de papyrus avec des archives familiales. Aquí tenemos una imagen que viene de Deir el-Medina. Deir el-Medina es la aldea de los artesanos que hicieron las tumbas del Valle de los Reyes. Y nos encontramos con esos 2 recipientes donde estaban llenos de papiros y estaban sellados para protegerlos. Alors, une façon originale de mettre des papyrus sacrés. On prend une figure du dieu Osiris et regardez en dessous. Est-ce que vous voyez en dessous? J'ai retourné ma figure. Hein. J'ai un trou ici et dans ce trou, on glissait un papyrus religieux. Otra forma de guardar está mucho mejor, más bonita, porque es la que contenía un papiro posiblemente vinculado con la religión, y es una imagen del dios Osiris, y en la parte de abajo vemos el agujero, el hueco en el que se guardaría el papiro.
Alors, les manuscrits précieux étaient mis dans des étuis, ici en cuir. Alors, une chose amusante, quand on avait des boîtes avec des papyrus très précieux, on mettait des étiquettes avec le nom du papyrus. Alors ici, vous avez 3 étiquettes, ou des restes de fragments d'étiquettes d'Amenhotep III. Donc vous avez le nom d'Amenhotep III, le nom de sa femme, et ici vous avez le livre de l'arbre, de tel arbre. C'est un chant d'amour qu'on appelle le livre de l'arbre. Alors vous voyez, elles sont faites en faïence, on les collait sur la cassette, et dans la cassette, il y avait le papyrus. Et donc on pouvait, en regardant la cassette, voir immédiatement quel texte était contenu dans le coffre. Aquí lo que tenemos son unas etiquetas de alta calidad en la que se explica de quién son y cuál es el contenido de ese cofre. Aquí harían referencia a un poema de amor. Alors maintenant, j'ai parlé des ostracas, des pièces, des supports de base, j'ai parlé des contenants. Je vais voir maintenant une notion plus large, les bibliothèques. Alors le premier degré, ce sont les bibliothèques familiales. Et par bonheur, nous avons une bibliothèque que l'on peut suivre sur plus de 200 ans. Elle a appartenu à la même famille, et la même famille s'est transmise la bibliothèque de père en fils. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le contenu, ce que les gens gardaient. Alors je vous ai mis la liste ici, on ne va pas le voir en détail, mais vous aviez d'abord des textes de la pratique. Par exemple, des correspondances privées, des textes de fonctionnement de l'organisation sociale. Vous aviez aussi dans la même bibliothèque des textes que j'appelle du savoir, c'est-à-dire des textes religieux, magiques, l'oniromancie, ça veut dire, l'oniromancie, c'est l'interprétation des rêves, hein, des prescriptions médicales, des hymnes. Et puis vous aviez une troisième catégorie, des textes littéraires, parce que les Égyptiens étaient sensibles à la littérature. Il y a de très beaux textes littéraires en Égypte. Hein. Il n'y a pas que les pyramides, c'est très bien les pyramides, mais n'oubliez pas qu'il y a des textes littéraires magnifiques, les aventures de Sinoé, la poésie amoureuse. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette bibliothèque, qui s'est transmise pendant 200 ans de père en fils, il y a les 3 catégories. Hein. Il y a des textes administratifs, il y a des textes du savoir, de la religion, et vous avez des textes littéraires. Ahora va a hablar de los tipos de bibliotecas que hay. Va a empezar por la más básica, que son las bibliotecas familiares, como esta que aparece en Deir el-Medina. Es una biblioteca que se transmite de padres a hijos, ya que va desde Ramsés II hasta Ramsés IX. Y en esta biblioteca hay textos de diferente índole. Por un lado, lo que él llama los textos de la práctica, son textos producidos por las necesidades de la vida cotidiana. Después están lo segundo, lo que él llama los textos de saber, magia, interpretación de sueños, prescripciones médicas, himnos y finalmente todo lo que es la literatura, porque los egipcios, más allá de los textos de las pirámides, tienen una grandísima literatura como Sinué, que es uno de los textos más importantes de la literatura mundial, poesía amorosa, sabiduría, onomasticón. Como vemos, en esta biblioteca familiar se custodian diferentes saberes. Alors maintenant, il y a la bibliothèque, ça vous intéresse directement, je crois, aux étudiants qui sont ici. Il y a aussi des archives administratives. Alors, on n'en a pas beaucoup parce que ça a été très détruit, mais on a ici une représentation qui nous montre un bureau des archives. Vous voyez, ici en hiéroglyphe, c'est écrit « la place des lettres de Pharaon ». Et donc, voilà comment on représentait la place des lettres de Pharaon. Vous avez les scribes avec le rouleau qui décrivent ici, qui enregistrent tout ça. Et il y a toujours une partie religieuse. Vous avez ici un babouin. Et vous savez pourquoi le babouin? Le babouin, c'est l'animal du dieu Thoth. Et le dieu Thoth, c'est le dieu de la sagesse et de l'écrit. Donc, même dans un bâtiment administratif, vous avez quand même une présence de la divinité à votre droite. Pero en Egipto también hay archivos. Se conservan, por desgracia, muy pocos, pero los hay. En esta imagen podemos ver cómo funcionaban esos archivos. En los archivos, ¿quién estaba? Pues la imagen del dios Thoth. ¿Y por qué está Thoth? Porque Thoth es el dios de la sabiduría y, por lo tanto, el protector de estos archivos. Alors, on a trouvé également, par l'archéologie, quelques restes des archives administratives.
Je n'ai pas de photo parce que ce n'est pas spectaculaire, mais je vous mets le texte ici, la description du fouilleur, vous voyez, des archives, une salle spécialement construite pour les archives qui formait la partie d'une surface administrative plus large. Les archives étaient construites comme une extension d'un monument en pierre. Le bâtiment était dans une zone qui était couverte et modifiée pour le but. C'était une structure qui était donc tournée vers ce but et qui permettait un rangement plus systématique des documents grâce à des niches. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les niches? Les niches, vous avez ces shelves in English, shelves. Shelf, vous avez comme ça et vous mettez le papyrus dedans. Estacas. Estanterías, vale. Estanterías. Voilà. Que la importancia que hay que los archivos podían formar parte de una área administrativa mucho más importante, colocándose al lado de esta, y como hay algunos archivos que se van creciendo, se van ampliando, se van modificando para poder albergar más documentos. Y eso, lo que decía él, que se guardan los documentos en nichos o estantes. Alors, la religion en Égypte joue un grand rôle. Il y avait donc dans les temples, on va voir comment se passait la conservation des papyrus et des documents dans les temples. Alors, on a trouvé des bibliothèques de temples. Par exemple, je vous en donne un exemple ici, c'est le temple d'Edfou, pour ceux qui ont été en Égypte. Vous voyez ici, à l'intérieur de la cour, il y a un petit bâtiment qui servait de bibliothèque. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il y a la liste des documents conservés. Mais vous voyez tout de suite, quand vous regardez, vous voyez que ce n'était pas un bâtiment pratique. C'était un bâtiment liturgique, symbolique. On mettait quelques papyrus, mais on ne pouvait pas mettre tous les papyrus. Hein. Il avait une fonction plus rituelle que pratique. Es una pequeña biblioteca que forma parte del templo. En esa biblioteca del templo, en ese espacio, se meten documentos, pero no todos, solamente aquellos documentos que tienen que ver con el culto, con el templo. A mí me recuerda a los armarium de los monasterios medievales, sí, porque además tienen la misma estructura y están en el patio, en el claustro. Voilà. Es el armarium medieval. Alors, je vous donne une autre bibliothèque, c'est au temple de Philae. Alors, vous avez une colonnade, et à l'intérieur de la colonnade, je l'ai prise des deux côtés, vous avez ici l'entrée de la bibliothèque. Alors, c'est tout petit aussi. Hein. Vous voyez, donc, la colonnade est ici, c'est à la deuxième porte. Vous rentrez, vous avez une salle avec la bibliothèque. Toujours la bibliothèque liturgique, plus que la bibliothèque réelle. Hein. Aquí sería, dentro del templo, la entrada a la biblioteca litúrgica, a la que vimos antes. Alors, à la porte, il y avait une inscription avec, justement, le contenu de la bibliothèque. Alors, on ne va pas tout traduire, mais vous pouvez expliquer ce qu'il y a un peu, les textes ici. A la entrada de la biblioteca está ese texto en el que nos dice el contenido de los textos. A esta casa de los manuscritos de Seshat, la poderosa, el dominio de los tratados de Isis, dotada de vida, que da la vida. Es la casa del hijo de Tatenet, a quien se trajo al mundo, delante de la más grande, equipada de todos sus bienes, equipadas de eso que conviene. Aquí están todos los libros de conjuros de la Casa de la Vida, al mismo tiempo que el inventario de este gnomo sobre los rollos de cuero virgen y todas las órdenes reales venidas de Ka-Nefer, con las donaciones hechas para su Ka, y las misivas enviadas de Nubia, comportando desde el primero al 10º gnomo, todo esto que aquí está grabado sobre las paredes como tal y como está desde siempre los escritos antiguos. Es decir, que aquí lo que hace es decir, todo el contenido de la biblioteca está descrito en esta inscripción de la diosa Isis. Mais le bâtiment ne servait pas de bibliothèque réelle, c'était symbolique. Es decir, no es una biblioteca real, es una biblioteca simbólica. Alors j'en arrive maintenant à quelque chose de très important, qui est un peu difficile à comprendre parce que ça ne correspond pas à nos conceptions. Je vais vous parler maintenant de la Casa de la Vida, hein, la maison de vie. Qu'est-ce que c'est que la maison de vie? C'est quelque chose qui est propre à la civilisation pharaonique. Et pour le comprendre, je vais vous expliquer un peu
certains fondements de l'idéologie égyptienne. Alors la définition. La maison de vie, c'est una oficina dedicada a la applicación, a la implementación. Hein. J'insiste, non es la conservación, es la aplicación. Aplicación. Hay una diferencia. Es práctica. Del conocimiento sobre el mundo. Alors je vous explique la fondation théorique, elle va vous le traduire, hein. Je l'explique en français. Dans la vision fondamentale, j'ai fait une faute moi-même, qui est mal au sang. Dans la vision fondamentale de l'Égypte pharaonique, la création est fragile. C'est un système que le créateur, j'ai mis le démiurge, le créateur a créé par mise en place de la différenciation dans l'indifférencié. Mais le système a une propension à s'effondrer si on interrompt la dynamique qu'il implique. Ceux qui ont fait un peu de la physique, c'est ce qu'on appelle le principe d'entropie en thermodynamique. Tout système a une vocation à s'effondrer. Tout système repose sur la dynamique. Mais si la dynamique s'interrompt, le système s'effondre. Eh bien, les Égyptiens avaient une vision à peu près analogue. Le monde a été créé. Mais c'est un monde fragile. Il faut que les dieux travaillent à le maintenir. Si on le laisse sans dynamique, le monde s'effondre. Alors vous traduisez ça. La visión fundamental del Egipto faraónico, pues la creación es algo muy frágil. Es un sistema en el que el demiurgo, es decir, el dios que crea el mundo, lo hace por la organización de lo diferenciado a partir de lo indiferenciado, es decir, de lo que está indiferenciado surge la diferenciación y de esa diferenciación nace el mundo. Pero cuidado, porque este sistema tiene una propensión a colapsar si se interrumpe la dinámica que implica. Es lo que el profesor llama entropía, partiendo de ese principio de la termodinámica. Las deidades que aseguran su buen funcionamiento necesitan de la colaboración humana, es decir, hay una relación entre los hombres y Dios y los hombres para que el mundo se mantenga y no vuelva al caos del que salió. Alors donc l'humanité, qui est représentée par le pharaon, doit fournir l'énergie en entretenant le culte des divinités et en le mettant au goût du jour. Le monde change, donc le culte, il doit s'adapter au changement du monde. Et comment on peut faire? Il faut un savoir. Et le savoir, c'est justement ce qui est travaillé, mis en œuvre dans la maison de vie. Alors je vous demande de faire très attention. Hein. Le savoir dans l'Égypte ancienne, c'est aussi bien la religion et la magie. La magie fait partie de la religion dans l'Égypte ancienne. Pour nous, la magie, c'est quelque chose qui est un peu en dehors, qui est hors du système. Dans l'Égypte ancienne, c'est la partie intégrante du système. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, le savoir, c'est la magie, la religion, l'astronomie, les mathématiques, la médecine, la zoologie, la botanique, etc., etc. Et la maison de vie, c'est l'endroit où le savoir est mis en œuvre pour contribuer à maintenir le système en assurant le culte des dieux qui maintiennent la dynamique. La humanidad, mediada por el faraón, por el rey de Egipto, debe aportar esta energía manteniendo el culto a las deidades y actualizándolo en el tiempo. Esto implica la constante referencia al conocimiento sobre el mundo. Este conocimiento abarca la religión y la magia, así como los campos que llamaríamos científicos como la astronomía, las matemáticas, la medicina, la zoología, la botánica, la mineralogía. La casa de la vida es la oficina, el lugar donde este saber se organiza para contribuir a la dinámica del sistema. Vida, hiper, esta casa de la vida debe de ser entendida en el sentido de un principio dinámico. Vamos a ver, no me sabe, bueno. En el Egipto faraónico la magia es un elemento del saber oficial y no un conjunto de prácticas apartadas, fuera de la vida, digamos que secundarias, o de la vida oficial, sino que forman parte de la vida y aún más. Son necesarias para poder transformar, mantener el mundo. Alors les maisons de vie, on pense qu'il y en avait à côté de chaque grand temple et de chaque palais. On n'en a pas retrouvé beaucoup,
La seule que l'on ait retrouvée au point de vue archéologique, hein, c'est la maison de vie de Tel Amarna, la maison de vie du pharaon dont vous avez tous entendu parler. Il s'appelle Akhenaton. Il avait construit une cité pour lui tout seul, et dans cette cité, vous avez ici les restes de la maison de vie. Je vous ai mis en anglais la description, hein, c'était des petits bâtiments. Curiosamente no se conservan restos arqueológicos casi de casas de la vida, y la que tenemos es de ese faraón que todo el mundo conoce, que es el faraón Akenatón, en esa ciudad que construye en Amarna. La imagen que aquí tenemos es la excavación que se hizo de la casa de la vida del faraón Amenofis IV. Ici le plan de cette maison de vie, elle était toute petite, vous voyez, par rapport à l'ensemble où ça se trouvait. En relación al entorno en el que se encuentra, es un espacio pequeño. Alors, revenons à la maison de vie. Donc, on n'a que quelques vestiges archéologiques, mais les textes nous disent ses rôles. Alors, attention à son rôle. Premier rôle, reproduction. Il appartient à la maison de vie de conserver le savoir censé provenir du créateur, hein, en recopiant sans cesse les manuscrits. Parce que les manuscrits du savoir, ça s'use, le papyrus, ça s'use. Par conséquent, il faut le recopier sans cesse. Donc le premier devoir, c'est reproduction. El primer deber de la Casa de la Vida es reproducir. ¿Por qué? Porque lógicamente los manuscritos son frágiles, se estropean, se dañan y hay que estar continuamente reproduciéndolos. Mais alors là, attention, il y a un point très important. La reproduction implique la production. Pourquoi? Parce que dans l'Égypte ancienne, il n'y a pas de canonicité. C'est-à-dire que les textes sont modifiables. Si on trouve un autre texte, on l'intègre. Donc, au fur et à mesure qu'on copie les textes, on va chercher d'autres textes et on met des ajouts. Et donc, en même temps que l'on produit, on reproduit, hein. Pero también está la producción, porque no hay un canon establecido. Por lo tanto, cada vez que copiamos, modificamos. Esa es la diferencia. No hay canon establecido y se está produciendo nuevos documentos. Une autre raison de la production, tempus fugit. Le temps passe et il faut s'adapter. Et la maison de vie, justement, fournit les données nécessaires à l'adaptation parce que les choses changent. Un jour, vous avez un nouveau animal sacré. Il faut voir ce que dit le savoir pour établir cet animal sacré, hein. Donc la maison de vie fournit les données idéologiques nécessaires à la perpétuation du culte. Les cultes, c'est la dynamique qui maintient la création. Construction, restauration, aménagement des lieux de leur célébration, assurance de la divine offrande, choix de l'animal sacré, etc. Pero además hay que actualizar los documentos porque el tiempo pasa y hay que tener una incesante modificación, actualización. Uno, la Casa de la Vida proporciona la ideología necesaria para la perpetuación de los cultos, todo aquello necesario para que se perpetúen. La Casa de la Vida tiene todo lo necesario para la interpretación a través de los monumentos de la ideología real, los acontecimientos que afectan a Egipto. Y tercero, la Casa de la Vida proporciona todo lo necesario para particulares, para medicina, para magia, para adivinación de sueños, las aplicaciones necesarias para incluso los equipamientos funerarios. Donc vous voyez, très vaste domaine, hein. Les prêtres s'en servent pour construire des temples. Le roi demande à la maison de vie, lorsqu'il y a un événement, par exemple, il a battu les Hittites, il a fait une invasion, eh bien, il faut une phraséologie, il faut une idéologie. Et il demande à la maison de vie. Et maintenant, quand un particulier, un individu, veut construire sa tombe avec des textes, eh bien, il va demander à un collègue de la maison de vie de lui fournir les textes en rapport avec ce qu'il veut. Si cualquier persona, rey, personas de la calle, tienen necesidad de hacer cualquier cosa, construir, saber, van a la Casa de la Vida y la Casa de la Vida es la que le proporciona ese conocimiento práctico para que se lleve a cabo. Alors, tout à l'heure, j'ai insisté sur la magie. Et effectivement, la maison de vie, l'une des fonctions de la maison de vie, c'est la magie. Alors, on a une anecdote très drôle. Vous savez tous, peut-être, que Ramsès III, un des pharaons, a été assassiné. On a récemment étudié sa momie, et en étudiant sa momie, on a vu que le cou avait été coupé, il avait été égorgé.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des documents qui nous racontent la punition de ceux qui avaient attenté à la vie de Ramsès III. Et parmi les comploteurs, les conspirateurs, il y avait plusieurs personnes qui étaient scribes de la maison de vie. Pues aquí importante el papel que desempeña la magia. Todo el mundo conoce a Ramsés III y Ramsés III sabemos por la documentación que había sido asesinado, le cortaron el cuello. Y dentro de los documentos que tenemos se habla que los que participaron dentro de ese complot, que hicieron pequeños cosas, eran sacerdotes, aparecen escribas de la Casa de la Vida, directores de los sacerdotes, diferentes personas vinculadas con la magia y con el sacerdocio. Alors, en bas, je vous ai mis une formule magique. C'est une formule magique pour, lorsqu'on va en bateau sur l'eau, pour se préserver du crocodile et des dangers de l'eau. Bon, peu importe, vous voyez. Alors, le texte, on vous dit... Première formule de toutes les incantations d'eau, suivant laquelle les magiciens profèrent. Bon, ne t'en ouvre pas aux profanes, c'est un secret. C'est un vrai secret de la maison de vie. Ahí tenemos una fórmula, un encanto del agua, ¿no? Y es curioso porque en esta fórmula, ¿qué se dice al final? No te abras a los profanos porque esto es un secreto. ¿Y este secreto dónde se guarda, dónde se custodia? En la casa de la vida. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que reproduction impliquait production. C'était un peu abstrait. Je vais vous en donner un exemple concret. Vous avez ici un papyrus religieux qui fait le savoir sur une région d'Égypte, peu importe le nom. Et alors, on l'a recopié. Mais au moment où il l'a recopié, qu'est-ce qui s'est passé? À un passage ici, il s'est aperçu qu'il y avait un autre papyrus. Et il a écrit aussi, un autre papyrus nous dit, il faut ajouter ça. Et donc, on voit que lorsqu'on a copié ce papyrus, on a eu l'indication à ajouter ici, et ensuite, cette indication a été ajoutée au texte, et c'est devenu le texte lui-même. Donc, vous voyez comment il n'y a pas de canonisation, il n'y a pas la barrière, on ne touche pas au texte. On peut, dans l'Égypte ancienne, intégrer les variations au texte, ce qui fait que la reproduction implique la producción. Reproducción implica producción. ¿Qué significa eso? Que los textos están continuamente actualizándose, como dijimos antes. Vemos el texto en jeroglífico y en la parte superior ese añadido nuevo que se coloca para actualizar el texto. Vous le voyez ici, autre livre, et voilà, il faut rajouter ça dans le texte. Y entonces dice en el texto que eso que está ahí es necesario unirlo, adjuntarlo al texto antiguo. Alors, le plus surprenant dans la maison de vie, c'est une officine du savoir. Mais ce qu'il y a de très étonnant, c'est que le bâtiment lui-même sert au culte, c'est-à-dire qu'il est utilisé aussi dans la liturgie. La maison de vie est engagée dans des rituels, non seulement par les documents et les connaissances qu'elle reproduit et produit, mais aussi par le bâtiment même qu'il abrite et qui peut être un lieu de liturgie. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y avait une cérémonie qu'on appelait le cérémonial de la Grande Place. Alors c'était une cérémonie très compliquée, on vous l'explique, le pharaon sort, rentre, etc. Et à un moment donné, on vous dit que le pharaon se rend au pavillon de la maison de vie et il y fait une offrande à tous les dieux qui sont sur la tablette, donc c'est les dieux de la maison de vie, et une offrande aux dieux qui sont dans la cour de la maison de vie. Donc il y a non seulement des dieux sur la tablette de la maison de vie, mais même dans la cour. Donc vous voyez que la maison de vie est intégrée au rituel de ça. Pero la Casa de la Vida no solamente es el lugar donde se guarda esa documentación, ese saber, sino que es un espacio de liturgia. Es un lugar donde se hacen ceremonias religiosas. Es decir, que por un lado guarda el saber, pero por el otro es un lugar donde el saber se aplica, se hace a través del rito. Et alors, quand on regarde les rituels de la maison de vie, on s'aperçoit que l'une des grandes forces de la maison de vie, c'est des rituels apotropaïques. Ça veut dire pour chasser ce qui est mauvais. L'une des grandes forces de la maison de vie, c'est que justement, on essaye de protéger, on dit prophylactique, pour le protéger, et apotropaïque pour repousser ce qui est mauvais.
Y una de sus funciones es apotropaica, es decir, de protección. Gracias a ella se protegen los espacios, entonces también tiene esa función para proteger, para evitar que lo malo se allegue al espacio. Alors je vous donne pour terminer un dessin idéal. On représente non pas la vraie maison de vie, mais une maison de vie rêvée, intégrée à un rituel. Vous avez le dieu Osiris, dont on fait une nouvelle statuette, et voilà la maison de vie, et de chaque côté est protégée au nord, au sud, et on s'aperçoit qu'elle est vécue de manière rêvée, théorique, comme l'endroit où on peut s'effectuer la renaissance d'Osiris. Donc vous voyez la complexité de cette notion de maison de vie. C'est une officine du savoir, mais c'est aussi un lieu liturgique. Aquí tenemos una representación ideal, donde vemos en el centro a Osiris y está protegido. Ahí en el medio está Osiris y gracias a ello Osiris puede realizar la resurrección, puede transformarse. Por lo tanto, la Casa de la Vida es eso, es un lugar que custodia libros, es un lugar en el que hay ritos y es un lugar de protección. Es mucho más que una simple biblioteca. Mais je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions à poser, je suis prêt à vous répondre. Cualquier cuestión que tengáis, se la podéis plantear. El español además lo entiende. Y lo habla un poco, pero entenderlo entiende. Entonces, cualquier duda que haya quedado, saber que queráis aprender, pues a vuestra disposición. En esta época hay una distinción clara entre un archivo y una biblioteca. Alors, c'est une question très intelligente que vous posez. Je vous remercie parce que ça va éclairer le problème de l'Égypte ancienne. Le problème de l'Égypte ancienne, la distinction entre archives et bibliothèque est très ténue. Ça ne correspond pas à notre distinction à nous. Il y a des archives, bien sûr, mais ces archives, ils n'ont pas les moyens de les conserver très longtemps. En fait, théoriquement, on doit conserver les manuscrits, mais dans la pratique, il y en a tellement qu'on n'y arrive pas, ils n'ont pas les moyens modernes. Ce qui fait qu'en réalité, toute archive est en même temps une bibliothèque, parce qu'on les prend, on les change tout le temps. Donc la distinction entre archive et bibliothèque, c'est une distinction moderne, et dans l'Égypte ancienne, on peut essayer de la mettre en œuvre, mais grosso modo, ça ne correspond pas du tout à nos distinctions à nous. La bibliothèque est en même temps une archive, et l'archive est en même temps une bibliothèque, et tout ça est religieux, en plus. Est-ce que j'ai répondu à votre demande, monsieur ? No hay casi diferencias entre una y otra, es una distinción más reciente entre archivo y biblioteca. Los archivos son para mantener durante algún tiempo, conservar los documentos en él, y lo que sí es cierto es que son donde se guardan los libros, son documentos religiosos. C'est ça.